Bonjour tout le monde et bienvenue dans les pros de l'IMO. Quand on parle d'immobilier, on a souvent l'habitude de l'enfermer dans une logique de secteur, ce qui fait qu'on ne peut l'appréhender qu'à travers l'angle économique, fiscal, commercial, à la limite architectural. Or, le fait est que l'on devrait parler probablement d'univers immobilier ou de monde ou de milieu immobilier, tellement cet univers-là est imbriqué et en relation permanente avec d'autres dimensions relatives à toute société humaine. De ce fait, le plus bel appartement du monde peut devenir un enfer s'il se trouve dans une ville dénuée d'âme, sans identité aucune et avec une laideur environnante. Et de même, un tout petit logement très bien pensé, aménagé dans une ville qui incarne un canon esthétique et une identité plurielle peut devenir un petit paradis sur Terre. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec mon ami Amin Mannessi notre invité du jour, qui est un ami et une personne que j'admire énormément, c'est Rachid Boufous, qui est quelqu'un de très particulier. Premièrement, parce que son corps de métier, c'est l'architecture, mais il appréhende toujours la dimension architecturale sous des dimensions plurielles dans une démarche transdisciplinaire. Donc il intègre autant l'histoire que l'anthropologie, que l'esthétique, que la dimension culturelle dans sa totalité, et qui donne souvent des textes extraordinaires que je dévore avec grand plaisir et qu'il a la gentillesse de partager avec nous sur Internet et sur les réseaux. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa page, à son profil Facebook, pour pouvoir suivre tous les textes qu'il écrit. Et je le qualifie également de lanceur d'alerte architectural, parce qu'il est à l'avant-garde à chaque fois, c'est un architecte engagé pour défendre toute tentative d'annihiler ou de déformer notre patrimoine culturel et historique. Rachid Boufous, bonjour. Bonjour Rachid, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté, on a la joie de vous accueillir aujourd'hui. Mon ami Amin. Bonjour Rachid. Ça va bien? Très bien. Ça va, prêt pour le débat qui s'annonce chaud? Exactement. On y va alors. Alors c'est Rachid, donc merci d'être parmi nous. On va parler d'un sujet qui ne laisse pas indifférent, comme on a très bien parlé Rachid Echachi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut concevoir le développement d'un secteur aussi névralgique qui est celui de l'immobilier sans cette dimension urbanistique? Alors on dit que l'immobilier, lorsqu'il est développé de façon anarchique, crée des pathologies, notamment des pathologies urbaines. Quelle est votre vision de la chose? Écoutez, on ne peut pas faire de projet immobilier sans urbanisme. Parce que de toutes les façons, il faut à la base, l'urbanisme, c'est la programmation, c'est aussi la projection dans le temps de ce que sera la vie des humains sur un territoire donné. C'est ça l'urbanisme. Et l'urbanisme a trait à beaucoup de choses parce que ce n'est pas simplement le dessin de rue ou le zonage qui permet aux promoteurs immobiliers ou aux propriétaires de terrain de fabriquer des logements ou des équipements, mais aussi l'art de créer la ville. Or, la ville, depuis l'Antiquité, c'est la somme de beaucoup de choses, de beaucoup d'interactions, d'échanges surtout, parce que la ville est faite à la base de l'échange commerciaux, l'échange économique, l'échange culturel, l'échange social et aussi humain. Et aussi, la ville fait aussi l'objet de migrations depuis la nuit des temps. Donc, comment gérer ces migrations, ces nouvelles populations qui étaient soit dans des territoires urbains, qui migrent vers d'autres territoires pour améliorer leurs conditions de vie, ou de migration, comme on le constate dans beaucoup de pays comme le Maroc, du monde rural vers le monde urbain. Donc, il faut trouver une façon de faire pour rendre la ville intelligente et surtout pour améliorer ou promouvoir le vivre ensemble, ce qu'on dit, même si je ne suis pas très d'accord sur ce vocable galvaudé, mais toujours est-il que c'est ce vivre ensemble qui a permis que dans des pays comme le Maroc, qui existe depuis Jules César, nous sommes sous une monarchie depuis Juba I, ça ne s'est jamais interrompu, ce système de gouvernance, autour duquel se sont trouvés des humains dans un territoire en Afrique du Nord, donc à l'extrême ouest, et fabriqué cette civilisation marocaine, et nous avons fabriqué aussi des villes
nous avons des villes aussi de l'époque romaine, Volubilis, Banassa, etc. Qui étaient habitées jusqu'au 7e, 8e siècle, avant le tremblement de terre. Qui étaient habitées, qui étaient réputées, qui étaient de grands, notamment Lixus, qui était un grand centre commercial. On fabriquait le garum, etc. On a fabriqué aussi les médinas à l'arrivée de l'islam et aussi à l'arrivée des premiers contingents de migrants qui sont venus d'Andalousie à la première révolte en 840. C'est comme ça qu'on a fabriqué Fès, entre Fès el-Bali et Fès el-Jdid. Et Fès el-Bali était segmenté en deux quartiers, Adouat el-Andalus et Adouat el-Qayrawan. Et cette médina est restée à travers les siècles, depuis le 8e siècle jusqu'à maintenant, parce que nous possédons au Maroc les dernières médinas qui sont habitées, qui sont ouvertes et qui sont encore actives et animées dans le monde. Les autres médinas qui existaient dans la péninsule ibérique, par exemple Cordoue, Séville, Grenade, sont aujourd'hui des repères de bobos, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus touristique, alors que les médinas marocains sont toujours vivantes, on le voit sont habitées. Et ce système que nous avons créé dans la Médina a été, d'ailleurs ça doit être enseigné dans toutes les universités au monde, c'est le premier groupement humain démocratique. La Médina, elle obéit à des ordres, elle obéit à des segmentations bien particulière, les quartiers de métiers sont dissociés des quartiers d'habitat. Donc c'était une logique de corporation également pour les métiers qui étaient regroupés avec un schéma de solidarité entre gens voilà, et métiers. Et puis c'est pourquoi je dis que c'est un système démocratique, parce que c'est le seul endroit on ne voit pas de l'extérieur les disparités sociales des gens qui habitent. C'est-à-dire que le pauvre peut habiter à côté du riche, les portes sont toutes pareilles sur la rue, c'est l'intérieur où se trouve la richesse. La richesse était cachée. Avec le monde contemporain, on est parti vers une extériorisation de la richesse sociale, et puis on le voit aujourd'hui dans l'ornementation des logements, entre même les modernatures, les formes des villas, etc., de l'extérieur, et ça marque beaucoup plus aujourd'hui. Les inégalités viennent un peu de cela aujourd'hui, parce que nous avons des gens qui voient des villas extraordinaires de l'extérieur et puis ils sont dans des petits appartements, dans des petits logements. Ça crée des tensions même sociales. Et nous avons aussi, cela s'est passé à partir du XXe siècle, où la modernité est venue. Il faut savoir qu'au Maroc, durant la première moitié du XXe siècle, la ville marocaine était segmentée en deux sous-quartiers, c'est-à-dire le quartier des indigènes, la Médina, et le quartier européen, où les Marocains, les indigènes, n'avaient pas le droit d'habiter jusqu'en 1956. À partir de l'arrivée de l'indépendance, les familles aisées qui habitaient dans les Médinas ont migré vers ces villes modernes européennes. Elles ont vendu leur logement dans les Médinas. Vous aviez de superbes riades où il y avait une seule famille qui vivait en entier dans cet espace extraordinairement riche architecturalement, avec des cours intérieurs, avec des cours intérieurs, etc. Il y avait une zone publique au rez-de-chaussée, une zone privée au premier étage. Il y avait énormément de choses qui étaient bien pensées, ne serait-ce que dans l'architecture, dans la décoration, etc. Et puis, ces riads, ces maisons de la Médina ont été occupées par de nouvelles populations pauvres qui sont rentrées dans les Médinas. Les Médinas venaient même des campagnes. Voilà, n'étaient plus un espace réglementé. Il faut savoir que jusqu'à très récemment, les portes des Médinas étaient fermées après la dernière prière du soir pour qu'il n'y ait pas de surdensité de l'espace urbain. Depuis 1956, et puis avec la liberté de mouvement, etc., dans un État moderne que nous avons voulu, il y a eu une surdensité des Médinas, ce qui fait que ça pose aujourd'hui des problèmes de préservation de ce patrimoine millénaire. D'ailleurs, les Médinas tombent en ruine, donc on essaie de les conforter avec des poutres, avec des poteaux, etc., en bois, alors qu'avant, des travaux de réhabilitation étaient réalisés toute l'année par des systèmes solidaires. Et le travail, le travail solidaire dans la Médina se trouvait aussi dans les campagnes autour des semis, etc., des récoltes. Alors,
avoir déstructuré la société traditionnelle marocaine et l'avoir transformée ou poussée à se transformer en société moderne, nous y avons laissé une bonne part de notre culture, de notre histoire, de notre patrimoine, et nous avons choisi la facilité de la modernité. Et bien sûr, quand on s'est retrouvé dans la ville moderne, il y avait aussi des problèmes. Comment on allait faire habiter dans la ville moderne ces populations qui ont migré donc vers la ville européenne, mais aussi les populations qu'on a ramenées au début des années 20 dans les périphéries des villes pour travailler dans les usines, par exemple à Casablanca, à Ensbek, etc., mais qu'on contenait dans des nouallas, dans des bidonvilles. D'ailleurs, le terme de bidonville a été créé à Casablanca, concomitamment avec le Brésil. Mais c'est né, enfin, ici. Donc, ce qui fait que on a laissé ces gens des bidonvilles durcifiés en quelque sorte, donc en utilisant des morceaux de bidons d'huile pour justement empêcher que leurs maisons qui étaient des huttes ne deviennent maintenant durcifiées, qu'il y ait des pénétrations d'eau, enfin des pluies. Et puis on s'est rendu compte que le problème n'était pas réglé, et au début des années 50, un Français, Écochard, invente la trame sanitaire, le cube de la maison marocaine que vous connaissez, avec une cour de 4x4. C'est moche, hein, mais ça faisait habiter les gens. Donc, ce qui fait que ça remplissait une fonction. Ça a donné Mohamed, ça a donné plein de... Et ça, on a copié ce système d'occupation de l'espace un peu partout. Donc, nous nous sommes retrouvés avec, en fait, 3 dualités. Le bidonville était toujours là parce qu'on n'arrivait pas à le régler. La trame sanitaire, où les gens qui avaient un peu plus de moyens habitaient dans ces cubes en béton. Et puis, nous avons une faible proportion de gens qui habitent dans de grands espaces urbains, dans de grandes villas, dans des villas où le parcellaire dépasse les 1000 m², 2000 m², 3000 m². Ça donnait dans la ville des quartiers où les inégalités commençaient à être criantes, à être visibles, parce que c'est une segmentation de la société dans une logique concentrique de cercle. Voilà, et dans la ville ancienne n'existait pas. En tout cas, elle était cachée, n'était pas offensive, n'était pas provocatrice. Elle était là, à l'intérieur des riads, tout à fait. Mais on dans les cénacles privés, mais n'était pas projetée dans l'espace urbain. Donc, ce qui fait que ça crée chez les gens de nouvelles ambitions. Tout le monde veut habiter en Fa, tout le monde veut habiter au Suissi, etc. Et puis, ça crée beaucoup de choses que nous connaissons après. Alors, c'est Boufous. Oui. Vous parlez d'un Maroc peut-être disparu il y a 12 siècles. Nous étions un modèle qui a parfaitement fonctionné. Il faut une dimension artistique et scientifique. Nous avions les deux. Bien sûr. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ce sont les stigmates de l'époque coloniale qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons un problème de repères, nous avons un problème d'anarchie, nous avons un véritable problème à nous projeter, parce que construire, c'est anticiper. Et nous construisons, vous avez très bien défini la chose, avec des modèles qui aujourd'hui répondent à d'autres standards sociaux. Mais aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Quelle est aujourd'hui notre identité ? C'est ça ma question aujourd'hui. Alors, c'est le grand problème du moment. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de questionnements dans la société marocaine se posent en termes d'identité. Vous avez vu depuis une trentaine d'années, l'identité amazigh est revenue en premier plan. Il y a des revendications linguistiques, des revendications identitaires. Pourquoi les Amazirs, par exemple, ont revendiqué cette reconnaissance de l'État marocains de leur culture et de leur identité, parce qu'ils se trouvaient en marge du développement surtout. Oui. Donc ils n'étaient pas reconnus. À côté de cela, il y a d'autres revendications, et des revendications des populations rurales elles-mêmes qui sont démunies aujourd'hui, qui ne demandent qu'à avoir des infrastructures, avoir des hôpitaux, des écoles qui ne soient pas très loin de leur lieu de... Mais toutes ces revendications ont-elles pris une forme de revendication architecturale ? Alors, cette identité, on ne va la retrouver pas uniquement dans la langue, etc., mais même visiblement non, puisque on a droit à l'anarchie. Voilà, les gens habitent là où ils peuvent. Quand ils arrivent, la ville est un espace qui se mérite. C'est-à-dire, si on n'a pas les moyens d'habiter dans une ville, on n'y reste pas. Souvent, moi, je dis, et je le constate, la pauvreté n'existe pas dans les villes. C'est la misère qui existe dans les villes. D'accord ? Et la misère, les gens
habitent là où ils peuvent, hein, dans les carrières, si vous connaissiez les carrières centrales, etc. C'est que les gens habitaient dans des endroits là où ils pouvaient se mettre pour profiter. Pourquoi ? Pour profiter du confort urbain. Et des revenus. D'un emploi surtout. De l'emploi surtout. Moi, j'ai énormément travaillé sur ces questions de recasement, de bidonville, etc. depuis 25 ans. Nous trouvions même des gens dans les grandes villes qui provenaient des classes moyennes, qui ne trouvaient pas où habiter avec un immobilier qui est toujours de plus en plus cher. Ils habitaient dans des bidonvilles. On a trouvé des directeurs d'école, on a trouvé des policiers, on a trouvé des gendarmes, mais ça, il y a 25 ans. Après, une fois qu'on s'est retrouvé avec 1 million de logements de déficit, au début des années 2000, l'État a lancé un programme de construction des fameux 200 000 logements, même si le programme date de 1995. Il n'a commencé réellement que dans les années 2000, quand on a commencé à donner des incitations fiscales aux promoteurs, parce qu'on s'est rendu compte que l'État seul n'arrivait pas à construire, dans le meilleur des cas, 10 000 logements à travers ces organismes étatiques. Donc on a ouvert, on a très bien fait. Mais on est dans une logique quantitative, là. Alors, on est dans une... Où est la dimension urbaine ? Où est la dimension sociétale ? C'est ça l'erreur qu'on a faite, c'est que comme on le fait très bien dans ce pays, on agit toujours dans l'urgence. Et dans l'urgence, on programme. On bricole, on s'adapte, on n'a pas de vision. Donc, il n'y a pas de vision. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que dans les années 2000, on a préféré gérer une situation sociale et surtout politique qui allait exploser si on n'avait pas, justement, trouvé une solution à l'exode rural. Voilà. Et les gens allaient sortir Et vous savez que les émeutes urbaines se passent au Maroc depuis le début des années 60. À peu près tous les 5 ans, nous avons des émeutes urbaines et qui sont liées à quoi ? Ils sont liés à ces problèmes de logement. D'exode aussi. D'exode, à la misère urbaine, où les gens demandent aussi à exercer leur droit constitutionnel d'avoir un toit. Donc l'État a fait ces mesures. Il a appelé ces promoteurs qui, dans l'urgence, ont construit ces logements sociaux qui sont aujourd'hui décriés. Mais dans les années 2000... Oui, il y a un mal-être. Mais dans les années 2000... D'abord. Mais dans les années 2000, c'était la panacée. Oui. On cherchait juste à faire habiter le maximum. Mais on ne s'est jamais posé la question, et là où je reviens, sur les stratégies d'État, donc que je vous disais tout à l'heure, que l'urbanisme, c'est d'abord une stratégie, un vivre ensemble, comment on le programme dans la durée, dans le temps, sur 50 ans même, sur un siècle même. Peut-être qu'il ne faudrait pas confier ça uniquement à des architectes et des ingénieurs, mais également à des sociologues, à des historiens, à des anthropologues. Tout cela est fait. Parce que quand le résultat quand on fait un plan d'aménagement, je vais tout vous expliquer. Quand on fait un plan d'aménagement, c'est un appel d'offres qui est lancé par les communes. Hein. C'est les communes qui ont le droit de lancer les appels d'offres. Après, donc ils appellent des architectes ou des bureaux d'études, d'urbanisme, etc., avec un cahier des charges bien précis qui dit que dans l'équipe qui va projeter ce plan d'aménagement, il doit y avoir un économiste, il doit y avoir un démographe, il doit y avoir des gens, des spécialistes dans l'équipe. Donc tout le monde s'est trompé, là. Et on donne des CV, on fait l'étude. On la fait souvent très bien. C'est-à-dire la valeur intellectuelle des offres techniques des plans d'aménagement sont excellentes, qu'elles soient faites par des bureaux d'études marocains ou architectes marocains urbanistes ou par des bureaux d'études étrangers. Le problème après, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une fois que l'étude est terminée, il y a les délibérations communales, etc. Puis, on envoie tout ça au comité central, au ministère de l'urbanisme à Rabat. À l'époque, le ministère de l'urbanisme dépendait du ministère de l'Intérieur dans les années 90. Donc, après, il y a des marchandages. Il y a des marchandages politiques, il y a des priorités, etc. Mais le biais, là où il se trouve... Donc, vous voulez dire que c'est les politiques. C'est des négociations. Qui dénaturent tout le travail intellectuel qui est fait en amont. L'urbanisme est d'abord... Le marchandage. L'urbanisme est d'abord une négociation. Une négociation. Donc il y a des intérêts en jeu. Bien sûr. Très importants. Bien sûr, quand vous prenez dans un plan d'aménagement, on vous définit le périmètre d'études, et souvent le périmètre d'études déborde sur le périmètre urbain déjà existant. Donc on vous dit de faire rentrer 1000 hectares, 2000 hectares de terres agricoles. Donc ça va valoir... Même si en tant que bureau d'études, vous dites... C'est aberrant aujourd'hui. Malgré les projections que nous allons faire sur 25 ans, on n'aura pas assez de population pour occuper tout cet espace. On vous dit, mêlez-vous de ce qui vous regarde.
D'accord. Donc, il y a souvent ces choses, on l'a rencontré dans beaucoup Donc, de... on est face à un plans. problème de gouvernance. Il y a toujours un problème. Le Maroc le paye, là. Les Marocains le payent. Mais ce n'est pas ça qui me dérange le plus, d'ouvrir à l'urbanisation sous une forme ou sous une autre. Ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus important, c'est que quand on projette dans le plan d'aménagement des équipements, hein, des écoles, des collèges, des lycées, des centres de santé, etc., on le fait sur des terrains souvent privés, avec une procédure d'expropriation qui ne se fait pas dans les 10 ans dans lesquels qui est la durée du plan d'aménagement. Donc l'État ne se donne pas les moyens de transformer ses ambitions en matière d'équipement. Et ce qui fait que la loi dit qu'au bout de 10 ans, si on n'a pas exproprié, on doit rendre justement... Et quand il s'agit même de terrains publics, hein, l'État n'a même pas les moyens sur des terrains où il les a pour 0 dirham, qui lui appartiennent, pour les transformer. Moi, je l'ai eu sur certains centres où nous avons projeté des dizaines d'écoles, etc. 25 ans après, ne sont même pas réalisés. Et donc, le problème, encore une fois, c'est beaucoup plus une problématique liée à la volonté politique. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos villes? Est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on en fait comme aujourd'hui de simple? Est-ce que déjà il y a cette prise de conscience avant la volonté? Oui. Est-ce que les gens se posent la question de qu'est-ce qu'on va faire de la ville? Je vais vous Parce étonner. que quand vous avez des gens qui habitent dans l'urgence, et donc ils sont prêts à habiter n'importe où, il ne se soucie pas, lui, du cadre ni de quoi que ce soit. Il a besoin d'un dortoir. Non, mais après, il y a les gens et des catégories à l'intérieur des gens, que la classe moyenne est beaucoup plus sensible à ces questions plus vous montez, que ceux qui sont en bas de la pyramide de Maslow, qui cherchent naturellement juste à... Mais après, est-ce qu'il n'y a pas une autre contrainte, à part le manque de vision, mais l'héritage, c'est que quand on va à une ville comme Casablanca, qui s'est développée par une logique de bricolage et d'adaptation, et qui fait qu'aujourd'hui, on a des trottoirs de moins d'1 mètre, on a une laideur, etc., n'est-il pas trop tard par certains aspects? Parce que quand on voit de grandes métropoles européennes, il a fallu raser des régions entières de la ville pour rebâtir la ville. On ne peut pas le faire aujourd'hui. On ne peut pas décider de raser, je ne sais pas, Ma'arif, là où on est actuellement, pour repenser une nouvelle vision. C'est-à-dire le coup est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce qu'on a? Aussi, dans les années 80, quand Sa Majesté Hassan II voulait créer le grand boulevard, l'avenue Royale, Royale qui ne s'est toujours pas faite. C'est toujours pas faite parce que on s'est retrouvé avec les gens étaient prêts, hein, les gens de la Médina dont on allait raser les maisons. Bon, on les a pris, on les a mis à un quartier Nassim. On a créé une société qui s'appelle la Sonada, qui après a été rachetée par la CDG. Mais dans ce nouveau quartier, on les a emmenés, il n'y avait pas d'équipement. Alors que les gens, quand ils étaient en Médina, ils étaient au centre de la ville de Casablanca. C'était de vrais urbains. Et c'est là qu'ils ont travaillé, c'est là où je vous parle encore une fois de la vision. Même si la volonté est là, la vision n'est souvent pas là. Donc on travaille toujours dans l'urgence. On gère toujours les urgences. Et puis, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi les villes nouvelles n'ont pas marché? À titre d'exemple, Temsna. Moi, j'ai travaillé sur Temsna, etc., sur les projections urbaines de cette ville. C'est que cette ville était au départ destinée à la classe moyenne. D'accord, très bien. Et au bout d'un moment, toujours sous l'effet de l'urgence, les autorités sont venues, ils ont dit... Bon, on invente un nouveau vocable, c'est la mixité sociale. On l'a vu en France, etc. Et puis on voulait copier le même système. Pourquoi? Parce que avec cette théorie, on faisait passer l'urgence des familles bidonvilloises auxquelles on ne trouvait pas de solution en termes de recasement sur un foncier disponible à Témarin. On a dit, on a du foncier à Temsna. Alors, quand vous avez 2 catégories sociales, qui sont totalement différentes qui habitent dans le même parcellaire. Mais on les a même pas illusion. On les a même pas en quelque sorte ghettoisés par quartier. D'accord? On crée des disparités, on crée les gens n'aiment pas, enfin, il faut le dire, les riches n'aiment pas que les pauvres habitent chez eux, et les pauvres n'aiment pas que les riches habitent. C'est une illusion que d'y croire. Bien sûr, donc la mixité sociale n'existe pas. De la rancœur. Elle existait dans la Médina, comme je vous ai dit tout à l'heure, tant que la richesse ne se voyait pas. Avec la condition, la porte qui était la même que celle du voisin. Voilà, donc automatiquement, on a l'échec d'un très beau projet, d'une très belle idée à la base. Parce qu'on n'a pas, à juste titre, apprécié la dangerosité d'un mélange comme ça explosif dans un espace urbain. Et ça, on l'avait dit. Moi, je l'avais dit aux responsables
locaux, aux autorités à l'époque. J'aurais dit, faites attention, vous allez mélanger les gens, c'est une bombe à retardement. On m'a dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez, en plus on a une urgence, on a 4000 ménages qu'on doit absolument faire habiter. Là, Voyez, on va le et résultat. puis les gens ne viennent plus. Ouais. Alors, Mais à côté de cela, cette ville, comme toutes les autres villes, comme celle de Tamansourt, etc., on fait toujours la ville à partir d'une opportunité foncière et non à partir d'une vision stratégique. D'une demande, d'un besoin. D'un besoin. Non. Et puis on trouve un foncier étatique. Le foncier de Tlemcena a été acheté par l'État à 20 dirhams, des domaines. Et ils le revendent après 1 000 dirhams. Comment on va expliquer le différentiel ? Après, bâtir de nouvelles villes, c'est toujours problématique, peu importe les pays. Je veux dire, le Brésil a connu la même chose. Mais vous savez que l'échangeur autoroutier sur Tlemcena n'est venu que 6 ans plus tard. Et qu'il n'y a au jour d'aujourd'hui pas de ligne directe de tramway, pas de ligne directe de bus à haute... Il faut être motorisé. Etc. Et ce qui fait que les gens, ils ont des enfants à l'école. Donc même si on leur construit, ils ont peut-être leurs enfants à Temara Centre ou à Rabatville, etc. Il fallait, dès le départ, dès le démarrage de ces programmes immobiliers, de ramener l'infrastructure. C'est la première chose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une ville qui est déjà faite comme Casablanca ? On se rend compte que l'étalement urbain, on n'en peut plus, et après, on doit absolument aider les gens dans le transport. On vient avec le tramway et on l'injecte dans de l'espace urbain qui est déjà étriqué. Tout à fait. Et ce qui complique encore plus la circulation, alors qu'une ville comme Casablanca, nous aurions dû faire le métro. Et qu'on ne me dise pas qu'il y a de l'eau. Effectivement qu'il y a de l'eau. Mais Saint-Pétersbourg, il y a de l'eau en bas. Saint-Pétersbourg, vous avez un métro qui est profond de 40-50 mètres. Oui. Dans toutes les villes du monde, on sait faire. Mais encore une fois, on choisit la facilité parce qu'il y a l'urgence, parce qu'encore une fois, on se dit que les infrastructures, ça va nous demander 10 milliards de dollars pour faire ce genre d'équipement, etc. Mais quand vous faites un équipement aujourd'hui, vous pouvez le faire bien sûr dans le temps, étaler dans le temps. Vous trouvez non seulement aujourd'hui des preneurs au niveau international qui vous prennent les concessions, etc., qui vous construisent des choses, mais sur 40 ans, sur 50 ans, vous l'avez totalement amorti cet équipement et c'est pour le bien général. Donc les citoyens se retrouvent devant une problématique où ils se disent aujourd'hui, je suis un urbain, on me demande d'être un citoyen, je paye mes impôts, je paye mes choses, qu'est-ce que j'ai en contrepartie ? Donc je n'ai pas, pas de parc. D'accord. À Casablanca, on n'a pas créé de parc depuis la Ligue arabe. Hein. Il y a le parc d'enfants maintenant. Mais il est privé. C'est une entité privée. Oui, c'est pas quelque chose qui a été créé par l'État. Je parle des choses que nous trouvons dans beaucoup de pays où nous avons par quartier. Nous avons des piscines municipales, nous avons des bibliothèques municipales, nous avons des parcs municipaux. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne discute pas en amont avec les promoteurs, au-delà du plan d'aménagement, sur des règles basiques ? D'accord ? On peut fixer des règles. Parce qu'encore une fois, le Maroc, pourquoi on n'arrive pas à faire ce genre de choses ? Parce qu'on est sur un système une réglementation de l'urbanisme qui est désuète, qui date de 30 ans, qui n'a pas évolué, qui n'a pas vu venir ces nouvelles problématiques d'occupation de l'espace comme l'habitat social, etc., comme les immeubles de grande hauteur. Pourquoi on ne fait pas payer aujourd'hui aux promoteurs l'air ambiant, c'est-à-dire accepter la hauteur et dégager le sol pour faire des équipements. Mais ça, c'est de la concertation qu'on ne fait pas, qu'on ne veut pas faire, alors que les promoteurs sont demandeurs aujourd'hui d'un débat, de faire cet urbanisme concerté dont on parle un peu partout, mais qu'on n'arrive pas à faire au Maroc. Mais vous avez même des promoteurs à qui on impose des équipements publics qui font partie des prérogatives de l'État. On leur demande de faire des routes, on leur demande de construire. Alors que ce sont des demandes indues, l'État n'a pas à demander à un promoteur de construire des choses que lui doit les faire. D'accord ? Alors qu'il les a même parfois budgétisées. Et on se pose des questions après, en ce moment, sur le problème de la probité dans l'espace politique, etc. Où est parti cet argent, où il a été orienté, où il a été... Donc, c'est vraiment, ça pose le problème de la gouvernance au niveau des villes. Ça pose aussi le problème de la démocratie locale, telle qu'on l'a imaginée depuis 1976 avec la charte communale. Et comment cette démocratie, aujourd'hui, n'a pas donné les réponses adéquates concernant la gestion urbaine et la gestion des villes.
Est-ce que vous ne pensez pas que l'aspect démographique a été aussi un élément déterminant? Parce que là, aujourd'hui, on est nostalgique d'un Maroc des Médinas, Oui. mais le Maroc a évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire habiter des Marocains dans les Médinas? C'est plus possible. Parce qu'il y a de la nucléarisation Il y a des une ménages, la baisse nucléarisation de la sur le plan fécondité. sociologique, sur le plan des besoins. Le Maroc s'est modernisé. Il y a eu plusieurs Oui, bien sûr. biais. Donc, Il y a l'idée d'intimité qui n'était pas pensée de la même manière à l'époque Bien des sûr. familles communautaires, etc. Voilà. Aujourd'hui, Nous chaque avons- couple va avoir sa Donc, propre intimité. aujourd'hui, le Maroc, il est ballotté entre différentes... Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études sur la démographie au Maroc. Le Maroc est un pays qui a été beaucoup étudié par les scientifiques, que ce soit sur l'angle démographique. sur l'angle démographique, pas simplement au Maroc, mais aussi en Europe. Hein. Il y a une fameuse étude qui a été faite par Emmanuel Todd en 2006 hein, sur la démographie au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions sur la taille des familles au niveau au début des années 60, nous étions à 7,5 membres par famille. ménage, Et nous ouais. sommes passés pratiquement, À deux aujourd'hui, on est à 2,2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fait la transition démographique en 23 ans, de 1984 à 2006, Oui. alors que la France a mis 160 ans Voilà. à la faire. Donc Je on est pense passé que de tout est 5,5 membres, la famille de 2002, à 2,5 en 2014. Là, on est en 2002. Mais ce que En nous milieu remarquons- urbain, on mais est qui même à peut- 1,9. alors, Qui qu'est-ce peut que- gérer ça? Qu'est-ce que nous remarquons? C'est-à-dire qu'il y a moins de naissances, hein, il y a moins de membres dans les familles, mais il y a plus de couples comme par hasard. C'est-à-dire que les couples se forment, Il se déforme. mais ils restent plus longtemps dans la durée avant d'avoir des enfants parce qu'il y a Oui. des difficultés économiques. Bah, etc. Alors, la carrière, Qu'est-ce que les nous études. avons remarqué, par exemple, je prends l'exemple de Rabat. Rabat est la ville, la seule ville, je peux dire, au Maroc, qui a perdu en 10 ans 100 000 habitants. Elle est passée de 600 000 habitants à 500 000 habitants, du recensement de 2004 à celui de 2014. Elle va encore perdre Ils ces sont habitants. allés où, les Ça veut 100 000 dire quoi? Ça veut dire qu'avec un même taux d'accroissement annuel des ménages, similaire aux autres villes, cette ville continue à perdre ses habitants. Pourquoi? Parce que le foncier est devenu très cher. Quand les enfants arrivent à l'âge adulte, ne peuvent plus cohabiter avec en famille, etc., avec leurs parents, et puis ils quittent la ville de Rabat, qui est devenue un ghetto pour riches, vers les périphéries, vers Salé, qui est devenue... Mais ils n'y vont pas vers Thamsna. Un dortoir, une cité dortoir. Non, Thamsna, non. non, Non, c'est loin, il y a ils pas iront, d'infrastructure, ils il y iront a pas à de- Temara, ils Ouais. iront à Salé, ils iront même à Ainatir, etc. Pour des questions Ou voir Kenitra. de même. facilité à Sidi El-Bahraoui, Oui. qui est aujourd'hui un centre qui a explosé. devenu une Parce petite qu'encore ville, une fois, c'est les moyens de transport, c'est ça qui détermine en fait les équipements qui sont souvent construits dans Les services de proximité. les services de proximité. L'école, Donc le confort urbain, aujourd'hui, est trouvé par ces ménages qui sont faibles économiquement ou qui sont précaires. Ils le trouvent dans les périphéries, ils ne le trouvent plus dans la ville. Et encore une fois, même la ville de Rabat, Puis c'est la les promiscuité aussi. autorités ont continué à faire des programmes pour la vider de ces pauvres. Donc on a pris les gens de la Corniche parce qu'ils faisaient un peu tâche dans l'espace urbain, on les a emmenés à Ainaouda, etc. Or, je dis que c'est une erreur. La ville doit... Là, du coup, la mixité, on la l'a ville, on l'a la su, ville, il n'y a plus la, de mixité. la ville, telle que nous la connaissons, doit garder toutes ces catégories sociales. Une ville a besoin de ses pauvres, comme elle a besoin de ses riches, comme Non, elle mais a besoin... après, il ne suffit pas de les mettre ensemble pour que ça marche. Il faut également harmoniser les codes. C'est-à-dire qu'ils Bien doivent sûr. globalement parler le même des langage, quartiers. interpréter Il les y a mêmes des quartiers, symboles. aujourd'hui... Moi, je me souviens, quand j'étais petit, dans le même quartier, il y avait les riches, la classe Bien moyenne, la sûr. pauvreté, mais on parlait la même des gens, on jouait On au même parlait jeu. la même d'Arija, Aujourd'hui, mais c'est nous plus les étions- mêmes langages, c'est mais plus les nous mêmes étions- mentalités. Mais nous étions par type de revenus familiaux dans des quartiers spécifiques. Ils étaient tous collés les uns aux Oui. autres à ces Oui, quartiers. Je parle du quartier, par exemple, de la cité administrative, avec Taqdom, avec toutes ces choses autour de Rabat. On allait à la même école publique. Et j'ai fait moi-même l'école publique. Le premier de la classe était un garçon brillant qui venait des bidonvilles de Douar el-Hajja et qui était avec nous. Et il y avait des fils de gouverneurs, des fils de directeurs, etc. Mais ça, c'est fini. qui faisaient l'école Ça, publique. c'est la nostalgie. C'est comme Voilà. le Maroc des Non, Médinas. donc on ne peut Alors, pas recomposer la mixité alors, uniquement sur le plan géographique. Je veux qu'est-ce dire, qui s'est si passé tout le reste sépare Ce les qui gens. s'est passé, c'est une faillite de nos élus, une faillite au niveau de la gouvernance. Et de l'éducation publique qui Et permettait l'éducation d'harmoniser publique, les codes. etc. Ça, on est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, qu'une fois qu'on a tiré ce constat, On fait quoi? on fait quoi? Alors d'abord, on doit revenir à quelque chose que vous avez certainement vécu dans les années 70. Pourquoi nous avions une certaine
une bonne citoyenneté dans les années 70. On pouvait partager l'espace urbain sans qu'il y ait de harcèlement, par exemple, des femmes. Il y avait le respect. Il y avait le respect dans le quartier. Il y avait le respect. Les gens se connaissaient entre eux. Et puis, quand il y a eu ce qu'on appelle la rurbanisation des villes, c'est-à-dire la ruralisation des villes, en quelque sorte, on a accepté des populations dans les villes sans leur faire apprendre les codes de ce qu'est l'urbanité. Or, l'urbanité doit s'apprendre à l'école, doit s'apprendre dans les équipements, dans les lieux publics, etc. C'est là où il y a eu la démission de toute la société, pas simplement des gouvernants. C'est-à-dire que nous... C'est l'esprit citoyen. C'est nous qui avions vécu dans les années 70 dans un certain Maroc qui était pacifié, où les gens... vraiment, il y avait un respect total. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc par rapport à cette question de la déliquescence, enfin de la société, enfin de certains aspects donc de la société urbaine et de la société en général, il y a ce problème de l'éducation, ce problème de la citoyenneté. Où est-ce qu'aujourd'hui on apprend la citoyenneté? Avant, on l'apprenait à l'école, quand l'école encore existait et qu'elle formait l'élite qui gouverne aujourd'hui. Elle est venue de l'école. Le mal. C'est la dernière génération, en fait. Notre mal. Exactement, c'est la dernière génération archéologique qui a étudié à l'école publique marocaine telle qu'on la connaissait. Qui a produit de grands ingénieurs. Bien sûr, qui gouverne aujourd'hui. Donc, c'est cette citoyenneté, cette façon d'être, ce vivre ensemble qu'on vivait avant, qu'on a perdu, qu'il faut recréer sous de nouvelles formes. Il faut bien sûr s'adapter à la modernité, s'adapter au monde qui nous entoure. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas seuls sur ce monde. Et en plus de ça, aujourd'hui, avec le développement d'Internet, le développement des smartphones, etc. Les gens voient. Vous imaginez qu'au Maroc, on a 45 000 téléphoniques pour 36 millions d'habitants. C'est quand même extraordinaire, cet engouement de l'Internet. Et ce qu'il a pu aujourd'hui ouvrir comme champ des possibles à l'échelle internationale. Même, encore une fois, on exagère même aujourd'hui cette ouverture où chaque citoyen devient lui-même journaliste, devient lui-même investigateur. Mais il y a des groupes, c'est Facebook, comme Save Casablanca, qui font un travail extraordinaire. 300 000, je crois, abonnés, qui n'arrêtent pas de faire remonter l'information. Oui. Alors, il permet de changer les choses. Est-ce que des fois, ça marche. Non, ça marche. Ça commence à marcher. C'est un groupe qui a été créé par mes amis Mouna Hachim et Hamid Chitachni. C'est un travail salutaire, ils ont fait un livre de lanceurs d'alerte au niveau urbain. C'est la première fois qu'on le fait aujourd'hui au Maroc. Ça permet à tous les contributeurs de ramener sur la place publique tous les dysfonctionnements qu'ils remarquent dans leur quartier. Oui, même dans la rue. Et aujourd'hui, ça pose un problème aux gens de Casablanca qui sont obligés aujourd'hui de réagir. C'est-à-dire, je parle des gouvernants, de la maire, des gouverneurs d'arrondissement, etc., qui au début voyaient ce site comme étant quelque chose d'assez populiste, etc. Oui, qui n'allait pas durer. Ils se sont rendus compte, avec la durée et le nombre de contributeurs, qu'il fallait réagir. Aujourd'hui, les corrections se font. Et d'ailleurs, les mêmes contributeurs reviennent avec les nouvelles images, en remerciant les autorités d'être intervenus. Donc, je pense que le citoyen, ici, dans ce type de site, a repris le pouvoir. C'est bien qu'il agisse comme ça. C'est une nouvelle forme de citoyenneté. C'est son pouvoir, il n'a jamais disparu, c'est lui qui l'a jamais exercé. Disons qu'avant, il n'avait pas de visibilité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est possible de faire ça. C'est-à-dire, encore une fois, il y a une éducation... Dans les années 90, il y a une éducation civique, il y a une éducation politique qu'il faut apporter aux Marocains pour qu'ils soient conscients de ses droits, mais aussi de ses devoirs. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de vivre en autarcie, de critiquer le tout, mais quand il s'agit de sortir les ordures de chez soi et de les mener vers la petite benne, on les jette devant chez soi. Donc, ce sont des choses qui doivent s'apprendre. Non, mais c'est vrai, en plus, il y a l'effet de groupe, parce qu'au début des années 2000, quand l'Internet n'était pas démocratisé, chacun croyait qu'il était seul dans son petit coin. Et tout au plus, vous pouviez fédérer un immeuble. Aujourd'hui, il y a le sentiment d'être nombreux et de pouvoir peser sur la balance. Personnes qui convergent vers un même objectif. Et ce citoyen, journaliste, en quelque sorte investigateur, lanceur d'alerte, lanceur d'alerte, est quelque chose aujourd'hui qui transcende toutes les sociétés mondiales. C'est pas simplement au Maroc, mais c'est devenu international. C'est une prise de conscience des citoyens de par le monde qu'ils doivent reprendre le fait urbain, le fait politique. Ils doivent interagir et ils doivent avoir du poids. Acteurs du changement. Voilà, et agir sur ça parce qu'ils n'ont plus confiance dans leurs politiciens,
dans la représentation nationale. Et ce n'est pas simplement au Maroc, c'est partout dans le monde Une crise de la aujourd'hui. légitimité Il y a une crise de la politique, légitimité, il y a une crise de la gouvernance. On parle souvent même de médiocratie aujourd'hui, Oui. de gens qui ne seraient pas à la hauteur et qui seraient aux affaires. C'est quelque chose qui est mondial. Non, Je pour pense nous, que c'est pas nouveau, c'est ça la différence. Alors après, c'est vrai Oui, que mais... c'est On est habitué. Mais encore une fois, je pense que les derniers événements, les derniers rebondissements sur la scène politique, etc., Promettent il y a une peut-être un prise, il y a une futur prise changement. de conscience Oui. sur la probité dans l'espace vrai. public, dans l'espace politique. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on va s'acheminer, un changement ou au moins une prise de conscience qu'il faut que les choses changent, qu'on ne peut plus continuer à vivre dans un espace urbain où c'est le laisser aller total. Moi, quand je venais tout petit à Casablanca dans les années 70, le centre-ville, c'était agréable. merveilleux. Aujourd'hui, bien sûr, on a entamé des travaux de tramway, etc., mais ça ramène des ruraux, des quartiers périphériques qui vendent à même le sol des petites bricoles. Alors, vous imaginez les touristes qui descendent de leur paquebot dans le port de Casablanca, quand ils traversent, ils viennent au centre-ville, ils disent c'est ça Casablanca, c'est Bombay, c'est ça là. Donc, vous imaginez, donc il faut nettoyer, il faut reprendre en main. C'est Boufous. Oui. Il faut nettoyer, c'est Oui. certes, mais on revient souvent au même constat, Oui. la ruralité, la ruralisation des villes. Oui. Peut-être que si on s'attaquait aux problèmes à la racine, c'est-à-dire aller traiter les problèmes dans le monde rural pour fixer ces gens, leur donner des opportunités, travailler, se développer, ne pas être uniquement à la merci de la pluie. Peut-être qu'on commencera par le commencement. Et même d'encourager les urbains C'est ça à aller j'avais- investir dans la campagne. Oui, même ça peut se s'installer faire dans là-bas, ce les sens. deux, les Parce deux. qu'à chaque fois qu'on a perdu le fil des choses, c'était dû très souvent à cause d'exode rural. L'exode rural ne se fait pas. Vous savez, quelqu'un ne quitte pas sa ruralité terre. par De cœur. plaisir, Oui, de bien gaieté de sûr. cœur. Il le fait parce qu'il a besoin de manger. Bien sûr, Et il vient dans la ville contraint et forcé. bien sûr. Alors il vient chercher à manger. Maintenant, s'il avait des opportunités, peut-être que les problèmes auraient été beaucoup moins graves Oui. aujourd'hui. On a très peu pensé au monde rural, en Alors, réalité. moi, j'ai été auditionné par la commission sur le nouveau modèle de développement, en compagnie d'un certain nombre de confrères. Si Moussa voulait nous écouter, on avait même fait un rapport que nous avons soumis à la commission, où je me suis moi-même occupé du monde rural, et j'ai interpellé Sibel Moussa, il y avait Séposé aussi avec, et d'autres personnes membres de cette commission, et j'ai attiré leur attention sur le monde rural. Je leur ai dit que le futur du Maroc, c'est qu'on est de moins en moins un pays rural. Nous l'étions aux années 60 et nous le sommes moins, nous le serons encore moins en 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet espace rural qui est là va migrer vers l'espace Ça fait urbain. désertifier. On aura des problèmes. centaines de Donc- milliers de ménages. Donc aujourd'hui, il faut repenser le monde rural, il faut fixer les gens, il faut regrouper les douars et les villages Tout à en fait. petites communautés, avoir des centres pilotes, des centres intermédiaires, De l'artisanat, capteurs, créer des emplois. capteurs de la migration, donc pour qu'on ne puisse pas laisser cette migration venir vers les villes. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les villes comme Casablanca, vous savez que 50% des urbains au Maroc logent tous dans une bande de 260 km de Jadida à Knetra. Et donc aujourd'hui, comme cet espace est très étroit, on est en train aujourd'hui de rentrer à l'intérieur des terres. De repousser à chaque fois. Et on est en train de condamner, de mettre en danger l'arrière-pays agricole dont Oui. nous avons besoin pour Les nous plaines alimenter. atlantiques qui Donc, sont le cœur de vous l'agriculture au avez Maroc. énormément une couronne de pauvreté ou de précarité, que ce soit dans les grandes villes, mais que ce soit aussi dans les périphéries des villes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons remarqué il y a quelques années, quand le tramway s'est créé à Casablanca, des gens venaient de Sidi Moumen, 6 dirhams ou 7 dirhams, en ligne directe jusqu'au centre-ville. Avant, il leur fallait prendre 3 bus pour faire le même chemin. Mais ces gens sont venus avec ce que je vous ai dit, leur commerce informel, etc., en centre-ville, l'ont ramené. Et ils se sont mis même à casser du mobilier urbain, à casser même des statues à côté du nouveau théâtre, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une revanche que veulent prendre ces gens, parce qu'à Sidi Moumen, Al-Harawin, etc., on n'a jamais fait les équipements nécessaires pour permettre à ces gens de profiter de la vie urbaine. Il y a une frustration qui se manifeste de cette façon. Donc elle est exprimée par des dégradations, elle est exprimée on casse des choses, etc. Donc encore une fois, si on ne fait pas ça, si on ne règle pas ces problèmes, et ça fait partie de toute une stratégie. La ministre de l'Urbanisme a fait les assises de l'urbanisme, etc. Elle a pris 3 heures il y a 6 mois.
On ne discute pas d'urbanisme en 3 heures. On doit faire des assises sur 3 sur jours, la sur durée, une semaine, etc. Et puis, ils sont où ces résultats aujourd'hui de toutes ces consultations, etc. On ne voit rien. Donc, on fait beaucoup plus du show politique, d'accord, autour de tout cet urbanisme au Maroc, alors qu'il détermine l'avenir de notre nation. Il faut absolument qu'on s'y attelle de façon raisonnable et de façon sérieuse. C'est vital. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors malheureusement, on est limité par le temps. Alors si on comprend bien, il y a une bombe à retardement, on est en train de gesticuler autour, mais il n'y a rien de concret qui est fait dans le cadre d'une vision de longue durée en intégrant toutes ces dimensions démographiques, culturelles. Maintenant, il y a un dernier élément que j'aimerais aborder. C'est la question du canon esthétique qui devrait être propre à chaque ville et respecté par tous les promoteurs immobiliers, les architectes, les communes, par l'État, etc. Alors on a échangé hier en off et tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à ça et qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Doit-on réhabiliter cette démarche ? Alors, nous avions jusqu'à il y a quelques années une commission d'esthétique qui se réunissait donc, après les délibérations de la commission d'autorisation, où le projet architectural était soumis à la critique de la commune, de l'agence urbaine, de la préfecture, mais aussi d'un représentant de l'ordre des architectes qui venait aussi à cette commission, et on demandait à l'architecte, quand sa façade ou son projet architectural n'était pas assez... et on lui disait de corriger. Alors souvent, les architectes n'acceptaient pas, parce qu'on est encore des artistes, et comment justement apporter l'œil objectif. Oui. Et l'architecte l'estime qu'il est subjectif pour estimer que telle façade serait mieux que telle autre, etc. Non, mais il faut des critères objectifs. C'est-à-dire alors, ces critères-là, encore une fois, on ne détermine pas les critères, on ne les écrit pas. Il n'y a pas de canevas sur lequel on peut juger les projets. Donc, on a fini par supprimer cette commission et on continue à faire n'importe quoi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'espace urbain est moche. Il est laid. Il est aussi de notre responsabilité, nous les architectes, il ne faut pas fuir ses responsabilités, qu'on ait conçu un projet, qu'on l'ait signé par complaisance, c'est toujours un architecte qui est derrière ça. Donc si on ne fait pas de charte architecturale, dessinée par les architectes eux-mêmes, qu'on fasse des concours, etc., qu'on donne au moins sur les façades des villes, d'accord, un espace, une vision qui soit la moins laide possible. On est dans le moins laid possible, pas dans le plus beau. Il y a quand même des ordres qui peuvent être très... Vous savez, le baron Haussmann, qui était préfet de la Seine au milieu du 19e siècle, quand le roi de France lui a demandé de refaire le Paris ancien, bon, il a démoli certains quartiers en totalité, le vieux Marais, le vieux 11e arrondissement, etc. Tout ça a disparu. Mais il a fixé avec les architectes issus on n'appelait pas les architectes à l'époque, mais surtout des dessinateurs des beaux-arts, il leur a demandé de figer un ordre architectural à respecter par les futurs architectes et les futurs bâtisseurs. C'est ce qu'a donné le Paris haussmannien, avec un ordre au niveau du rez-de-chaussée, le premier étage par qui il est occupé, le deuxième, puis les chambres de bonne qu'on voit avec leurs toitures en ardoise, etc. Ça a donné aujourd'hui cette ville. Ça a été fait il y a 1 siècle et demi. D'accord ? On peut faire des choses, moins classiques, mais au moins, les architectes, on doit leur permettre de faire de l'invention, de permettre de faire cette charte architecturale. Et encore une fois, nous avons une grande richesse patrimoniale au Maroc. On ne construit pas de la même façon à Casablanca que dans le Tafilel, que dans le Souss, etc. Et il faut maintenir les spécificités culturelles, identitaires, civilisationnelles, urbanistiques de ces régions. Et même fonctionnelles. Mais bien sûr. Car elles s'adaptent au climat. Bien sûr. Et c'est pour ça que je te disais... Quand vous avez des façades en verre dans un pays il fait chaud, il faut climatiser, c'est des aberrations. Pourquoi les architectes du colonialisme n'ont pas fait de baies vitrées au Maroc? Parce que c'est un pays chaud. Par contre, ils ont fait de grandes hauteurs dans les logements avec des fenêtres pour permettre d'aérer l'espace. Et puis, cette épaisseur, ils ne l'ont pas inventée, ils l'ont ramené des Ksor et Kasbah du Sud, où cette épaisseur du mur permet de rafraîchir l'espace. Et c'est pour ça que j'en reviens à cette question de patrimoine, de sauvegarde du patrimoine au Maroc. Vous imaginez qu'aujourd'hui, sur les 10 écoles d'architecture, on n'enseignait pas le patrimoine marocain civilisationnel. Comment voulez-vous qu'un architecte aujourd'hui qui ne connaît pas son histoire, il ne peut même pas dessiner une rosace de Zellij qui date de 1000 ans, alors qu'il en a peut-être besoin dans son travail architectural. Donc,
ce sont des choses... On revient à l'alpha et l'oméga. Mais bien sûr, on doit d'abord partir de notre patrimoine, de notre histoire, d'accord, qui est merveilleuse, qui est millénaire, tout ce qu'on veut, mais il faut qu'elle soit enseignée, qu'il faut qu'elle soit transmise. C'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait l'organisation transversale de savoir, de partage de savoir entre l'école d'architecture, l'université et les artisans. Voilà. En tout cas, messieurs, merci infiniment.